Pauline Pham, VP chez 5by5, qui va interviewer Adrien Aumont, Elsa Hermal et Anna Waknin. Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à tous. Tout le monde à la pêche? Ça va? Donc je disclose, si j'ai mon téléphone dans les mains, c'est pas que je texte, c'est que j'ai mes questions dessus. Coucou. Excusez-moi. Bienvenue Elsa. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On est très très contents. Donc j'aimerais vous présenter Elsa, Anna et Adrien. Déjà, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des entrepreneurs parmi nous? Des gens qui veulent lever des fonds? Levez la main. D'accord, pas mal. Belle audience, belle audience. Très bien. Je vois qu'il y a plus de garçons que de filles quand même. Ok. Donc j'aimerais commencer peut-être par vous demander chacun de vous présenter en une ligne, une phrase. Donc Anna, commençons par Babbler, en une phrase. Donc j'ai monté Babbler, c'est une plateforme qui met en relation les entreprises avec les journalistes de leur secteur pour leur permettre d'obtenir des articles dans la presse. Une phrase, génial. Une phrase. Adrien, KissKissBankBank. Donc KissKissBankBank, je suis donc cofondateur de KissKissBankBank et de Lendopolis, qui sont deux plateformes de financement participatif, l'une sur le modèle du don et la deuxième sur un modèle de dette. C'est bien pitché. Hein. Et Elsa? Bonjour, Elsa, je suis la cofondatrice de Épicerie, avec un Y. Épicerie, c'est une appli qui permet de faire ses courses en ligne directement chez les commerçants de proximité, les bouchers, les primeurs, les poissonniers, et de se faire livrer chez soi. Et donc Pauline, donc je suis VP chez 5by5, c'est une agence qui aide les grandes entreprises à se transformer. Et je suis aussi co-directrice de Starter, c'est une association pour promouvoir les femmes dans les tech, d'où ma question. Donc en commençant les questions, j'aimerais d'abord vous poser une première question. On sait que dans l'entrepreneuriat, un des partenaires privilégiés, ce sont plutôt les banques. Donc qu'est-ce qui vous a fait privilégier une levée de fonds vis-à-vis de votre banquier? Qui veut commencer? Déjà, quand on monte une start-up, effectivement, on ne peut pas aller voir une banque. La définition d'une start-up, c'est qu'on a un modèle économique qui n'est pas validé. Donc, on est en train de vraiment d'inventer une nouvelle façon de gagner de l'argent. Donc, forcément, il n'y a pas de comparable pour une banque dans les industries traditionnelles. Donc, de notre côté, c'est un business de plateforme. Donc, on prend une commission pour générer des revenus. Donc, on est allé voir des investisseurs, d'abord particuliers, qu'on appelle des business angels, qui sont des personnes qui arrivent très tôt dans le projet et qui sont à la fois preneurs de risques et qui, en même temps, peuvent apporter ce qu'on appelle de la smart money. Donc c'est comme ça qu'on a convaincu Marc Ménassé de Menlook et Founders Future. C'est comme ça qu'on a convaincu les fondateurs de Vente Privée. Et ensuite, on est allé voir donc, un industriel qui est le groupe Monoprix, qui arrivait un peu plus tard. C'est-à-dire à un moment donné, on avait déjà des chiffres, déjà des ventes pour nous accompagner dans notre croissance. Anna, tu veux partager aussi ton C'est vrai que le métier des banquiers, c'est pas de faire du capital risque. Et donc du coup, comme tu l'as souligné, les startups, c'est un business model qui est pas encore validé, donc ça constitue un risque pour une banque. Après, les venture capitalistes et les business angels, ça c'est leur métier d'investir dans des boîtes qui sont encore à risque. Nous, on était passé au tout début par une banque, mais c'était un prêt d'un plus petit montant, un prêt d'amorçage. Donc il y a certaines banques qui le font, mais c'est sur des montants qui sont assez petits, plutôt en seed au début, pour prouver le business model et ensuite aller voir des VC. Et l'intérêt aussi de passer par une banque, c'est qu'ils ne prennent pas d'equity dans votre boîte, à l'inverse des VC. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, une deuxième question, et j'aimerais commencer par toi, Adrien, c'est comment on se prépare bien, en fait? Quels sont tes meilleurs conseils pour bien se préparer, tant en termes de montant que d'objectifs, les contacts, tout ce qu'il faut faire avant pour se lancer en une levée de fonds, qui est quand même très difficile, c'est long, ça prend du temps.
C'est long, ça prend du temps en effet. Il faut compter à peu près 6 mois pour faire une levée de fonds en capital risque, que ce soit auprès de business angels ou que ce soit auprès de fonds d'investissement de capital risque. On compte 6 mois, mais ça peut durer 1 an. Vous avez toujours le CEO qui passe sa vie sur ce sujet-là et qui pendant ce temps-là n'est pas au bureau. C'est assez lourd en fait de lever de l'argent. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que comme à peu près tout dans la vie, mais encore plus quand on lève de l'argent, l'ennemi numéro 1, c'est l'inertie. C'est-à-dire que la première réponse est la plus compliquée à avoir. Donc si vous avez une liste d'investisseurs, classez-les par ordre d'importance. Si vous avez l'investisseur le plus important du marché qui met un petit billet chez vous, vous allez avoir des investisseurs moins importants qui vont vouloir en être et rentrer. Donc il faut essayer de trouver finalement des signes de confiance. Et donc, même si l'investisseur très important met un billet petit, ça donne confiance à des investisseurs, on va dire, un peu moins, avec un peu moins d'aura, mais capables de mettre plus d'argent. Donc il faut toujours avoir un lièvre dans une levée de fonds. Et ça me permet aussi de faire un lien finalement avec mon métier. Quand vous faites du financement participatif, que ce soit à travers un modèle de don ou à travers un modèle d'equity, il y a une vraie logique à réussir à casser l'inertie, faire que personne ne se regarde en chien de faïence pour savoir qui va être le premier à dégainer, qui va être le premier à mettre 1 euro sur votre campagne de crowdfunding. Si vous arrivez à avoir programmé suffisamment bien les choses avec votre communauté pour que dès le premier jour, vous ayez un résultat significatif et important, tout d'un coup, il y a un effet d'emballement, il y a un effet d'entraînement en fait. Et donc, la levée de fonds, peu importe l'outil qu'on utilise, a encore une fois comme ennemi principal l'inertie. D'accord, l'inertie donc. Et toi, Elsa, quels sont tes conseils de préparation? Alors, déjà, je commencerai par, il ne faut pas avoir peur de lever des fonds. C'est quelque chose qui finalement est assez carré et mécanique. Donc on commence par se préparer en sachant combien on veut lever et pour faire quoi. Donc lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir avec les fonds qu'on va lever. Et ensuite, le retranscrire dans des documents qu'on va fournir aux personnes qui vont nous financer. Donc en général, c'est un business plan et ce qu'on appelle un pitch deck, donc une présentation. Et pour moi, c'est super important d'être hyper carré. On n'a pas 1000 chances de faire une première impression, comme dans la vie. Donc être hyper carré, savoir ce qu'on a comme projection, comment les justifier, faire attention autant au fond qu'à la forme, et être solide derrière son modèle. De la même manière, quand on va voir des investisseurs, c'est des gens qui vont mettre leur argent entre vos mains. Donc à un moment donné, il faut qu'ils vous fassent confiance. Donc il faut leur insuffler la confiance, qui se disent, bon, je sais que cette personne, elle sait de quoi elle parle, etc. Et enfin, et c'est ce que tu disais un peu, Pauline, sur le temps qu'on met à lever les fonds, souvent ça peut être un peu long. Et j'ai vu dans mon entourage plein d'entrepreneurs qui passaient 2, 3, 4 rendez-vous parfois avec des investisseurs sans avoir une idée si la personne allait investir ou pas. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'argent. À un moment donné, on est là pour présenter un projet, pour savoir si la personne veut investir. À la fin du premier rendez-vous, on devrait avoir une vague idée de si c'est plutôt oui ou plutôt non. Et ensuite, ok, c'est combien et fixer, si nécessaire, un ticket minimum pour ne pas perdre son temps. Et après, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Adrien. Les investisseurs, moi j'ai remarqué que dans mon expérience chez Épicerie, ils arrivaient aussi parfois par grappe. C'est-à-dire qu'une fois qu'un investisseur a confiance en votre projet, a confiance en vous, a investi, il ne va pas hésiter à le recommander à d'autres investisseurs. Donc voilà, donc il faut juste réussir à prouver que vous êtes le meilleur par rapport à la concurrence, que vous savez de quoi vous parlez, et voilà, et y aller. Et en général, celui qui va faire le rabattage, il le fait parce qu'il n'a pas envie d'être tout seul à prendre le risque. Et il se dit, bon, je préfère partager ce risque avec mes 2-3 potes. Quel suiveur c'est VC. Quel suiveur c'est VC. Bah oui, mais c'est comme tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, sur la question des challenges, des pièges, des écueils à éviter, j'aimerais vous demander à Anna et à Elsa un petit peu de partager votre expérience. Donc, pour toi, Anna, quels sont les grands pièges à éviter? D'arroser tous les VC de Paris avec votre dossier. Donc je dirais que ça, c'est la première chose à éviter.
Ce qui fait la valeur, c'est la rareté. Il ne faut pas que votre dossier il passe entre les mains de 30 à 50 VC sur Paris. Sinon, il n'y a pas cet effet de rareté qui va être créé entre eux. C'est quand même assez stratégique parce qu'ils se connaissent tous entre eux. Donc, ils savent qui a accès à quel dossier, etc. Donc, nous, ça faisait partie de notre stratégie de sélectionner 10 fonds et pas un de plus. Et travailler très bien ces fonds-là dans le ciblage, comment on allait leur apporter notre dossier. D'accord, donc ils sont suiveurs, mais ils vont être un peu uniques quand même. Ouais. Il y a cet aspect de privilège. Moi, j'ai eu accès à ce dossier et pas les autres. La deuxième erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est de surenchérir ou de grossir les chiffres. En fait, les VC sont très réalistes. De toute façon, si vous grossissez les choses, ils vont très vite s'en apercevoir. Donc, restez humble et eux, ils sont là pour vous aider à avancer. Donc, être transparent sur vos problématiques, sur vos challenges. Et être juste honnête même sur les difficultés qu'a votre entreprise. Et puis le dernier piège à éviter, je dirais, ce serait de lever trop d'argent. Parce qu'à ce stade-là, vous ne savez pas quand vous investissez 100, est-ce que vous allez récolter 400, est-ce que vous allez perdre 200, parce que la modélisation du business n'est pas hyper précise. Donc levez vraiment le minimum de ce que vous avez besoin pour passer au next step et ne pas aller chercher des montants où vous dépenseriez de l'argent qui serait facilement cramé et pas encore vraiment prouvé sur le business model. D'accord, très clair. Et Elsa, donc pour toi, les plus gros challenges? Alors, je suis assez d'accord avec Anna sur le fait qu'il faut choisir ses investisseurs, savoir ce qu'ils vont pouvoir apporter à la boîte et avec qui on a envie de se lancer dans ces aventures, parce que ça va être vos associés aussi. Et ensuite, j'irai un peu à contre-courant de ce que disait Anna, parce que je trouve, j'étais à la place, dans cette assemblée, j'y étais il y a 2 ans finalement, et je me disais, waouh, qu'est-ce que ça a l'air compliqué de lever des fonds, etc. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte en ayant moi-même levé les fonds, c'est qu'en ayant un modèle qui est effectivement un modèle, je dirais, qui devient de plus en plus courant dans les marketplaces, donc c'est mon modèle de commission, et en ayant aussi un bon pitch, parce que je pense que en fait, la relation avec un investisseur, elle se fait aussi intitulé personnel, et c'est les gens qui vont avoir envie d'investir en vous. Donc, s'ils vous sentent passionnés, s'ils ont envie de rentrer dans une aventure avec vous, même si justement vous n'avez pas forcément des chiffres qui grimpent au plafond, vous allez, en fait, ils vont quand même avoir envie de faire cette aventure-là avec vous plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. À l'inverse d'une banque, on en parlait tout à l'heure, qui aura pas ce côté-là. Les investisseurs, ils vont aussi avoir envie de se lancer dans une aventure avec une personne. Et donc, si vous êtes un bon vendeur et que vous avez confiance en votre projet, que vous êtes passionné, ça peut vous aider à passer ce pas de la levée de fonds. Je voudrais compléter deux choses. La sélection des fonds, en fait, c'est pas simplement pour avoir une shortlist, pas perdre de temps, etc. C'est qu'en fait, chaque fonds lui-même lève des fonds et lève des fonds sur des stratégies bien précises. Donc, si vous arrivez avec un projet d'agritech chez quelqu'un qui a un fonds de fintech, ça sert à rien en fait. Donc il faut aller faire une sélection minutieuse de ceux qui ont levé pour la raison pour laquelle vous allez les voir. Ça fait perdre du temps à personne et ça vous permet d'être au cœur de ce que vous cherchez. Et voilà, et j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Ouais, d'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser, Adrien, parce que tu es un peu des deux côtés de la barrière, des deux côtés maintenant. Tu as levé des fonds et tu permets à des entrepreneurs de lever des fonds aussi. On parle de la due deal. Je ne sais pas si tout le monde est familier de ce terme, la due deal que font les investisseurs. Donc, en gros, l'analyse, l'enquête qu'ils font sur la start-up. Il faut faire une due deal aussi de l'investisseur qui investit dans l'entreprise. Quelles sont tes bonnes pratiques, les bonnes pratiques que tu peux identifier pour le faire? Alors ça, je vais redonner la parole à d'autres parce que je ne suis pas du tout expert, moi, de ce type de paperasse. Et je viens de retrouver ce que je voulais dire juste avant. C'était sur l'importance de l'entrepreneur en tant que tel dans le choix de l'investisseur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours l'impression de se dire qu'ils investissent parce que l'idée est bonne. Et en fait, ils s'en foutent totalement de l'idée. Les deux trucs qui comptent pour eux, c'est le marché qu'on adresse et la taille de ce marché. Donc le potentiel financier finalement à aller se positionner là-bas. Et après, ils regardent les entrepreneurs. Parce qu'ils savent que dans 6 mois, l'idée, elle aura changé, qu'on aura fait des erreurs, qu'on aura pivoté, mais qu'on sera toujours à l'adresse de ce marché. Et donc, c'est votre capacité. Ils vont regarder votre capacité à vous d'adaptation
et votre connaissance de ce marché pour pouvoir l'adresser. C'est vraiment les 2 points les plus importants pour eux. Mais quand même, toi, tu as un peu choisi des investisseurs et tu n'as pas accepté tout le monde. Quels ont été tes critères de choix? Dans un premier temps, et c'est ce que disait Elsa, on choisit de l'argent intelligent. On a besoin d'avoir autour de nous des business angels qui, plus que par leur portefeuille ou l'investissement qu'ils font chez eux, vont vous apporter un carnet d'adresses, une compréhension du marché que vous adressez, des bonnes idées pour l'adresser. Donc vous allez chercher surtout en fait un peu plus d'intelligence. Et vous allez aussi essayer de compléter finalement des choses qui pourraient manquer à votre équipe. Dès lors que vous choisissez un fonds d'investissement, j'ai presque envie de dire que les choix se font de la même manière. C'est-à-dire que comme vous avez fait une shortlist de 10 fonds d'investissement qui ont de l'argent à investir dans votre marché, ça veut dire aussi qu'il y a une expertise de ce marché-là. Si vous êtes dans les crypto-monnaies, je vous recommande d'aller voir Nicolas Deboc, peu importe dans le fonds dans lequel il est. Enfin, en fait, il y a aussi des gens en fait, en face qui ont du talent et de savoir sourcer les investisseurs, même dans les fonds d'investissement qui ont du talent sur tel ou tel sujet, ça vous rend plus fort parce que l'argent il est le même en fait. Donc c'est pas vraiment là que ça se joue quoi. Donc trouver les bonnes personnes en face aussi, choisir un peu sa team d'investisseurs. Est-ce que vous voulez compléter, Elsa et Anna? Sur la due deal? Ouais, sur comment tu choisis tes investisseurs et un peu la due deal que tu peux faire aussi. Ouais, non, pareil, choisir des investisseurs qui sont intéressés par le problème que vous cherchez à résoudre. Donc ça peut être par vertical, par secteur, par montant aussi. Il y a des VC qui sont spécialisés sur du seed, d'autres plutôt sur des séries A, d'autres des séries B. Donc il y a le secteur, le domaine d'expertise, le type de montant qu'ils lèvent. Et puis après, il y a le fit. Donc moi, je regardais aussi le portfolio de ce fonds d'investissement. Et puis je passais des petits calls aussi à certains entrepreneurs qui avaient investi avec ces investisseurs-là. Et je leur demandais comment ça se passe la relation avec eux. Est-ce qu'ils ont été d'un bon soutien? Est-ce qu'ils vous ont apporté plus que de l'argent? En quoi ils vous ont aidé vraiment sur l'opérationnel? Donc c'est vrai qu'il y a une petite due diligence à faire. Mais passer 2-3 calls à des startups dans lesquelles ils ont investi, c'est pas mal pour se faire une idée très claire du fonds. Alors, on parle beaucoup des investisseurs et je vois une question intéressante là qui est sur le board. Donc, vous sentez-vous soumis aux exigences des investisseurs? Et ça rejoint une question que j'avais prévue pour vous. C'est parce que ça fait partie de votre équipe un peu au sens large, comment on gère ces investisseurs? Du coup, pour compléter avec le choix des investisseurs, il y a effectivement après comment on les gère et forcément, selon les personnes qu'on a choisies, ça va définir comment on les gère ensuite. Donc les investisseurs, c'est des ressources exceptionnelles, parce que c'est des personnes qui nous apportent une expertise. Donc nous, par exemple, c'est vrai que chez Épicerie, on est allé chercher des gens qui avaient une expertise sur les places de marché, sur l'acquisition. Je parlais des fondateurs de vente privée, de Menlook, mais c'est des gens qui vont nous apporter ce petit coup d'accélération parce qu'ils sont déjà passés par là. Maintenant, il va falloir aussi trouver des investisseurs qui ne sont pas tout le temps à nous demander des choses, à nous prendre du temps, etc. Parce que sinon, on passe plus de temps à leur répondre qu'à se focaliser sur notre business. Donc, je pense que le plus important, c'est de les informer régulièrement, de façon claire et honnête, de ces chiffres, de ces avancées, des projets, pour qu'ils soient rassurés et qu'ils sachent comment ça se passe. Et aussi de ne pas hésiter à les solliciter, collectivement ou individuellement, quand on a besoin d'aide, pour qu'ils sachent à quel moment ils peuvent intervenir. Et ensuite, les faire intervenir sur les sujets dans lesquels ils sont bons. Donc, par exemple, moi, ça m'arrive de demander des conseils sur l'acquisition aux fondateurs de Keldoc ou Ametix, ou à mettre en relation mon CTO avec un de nos investisseurs techniques ou avec Jean-David Blanc sur le produit. Mais du coup, on a chacun ses compétences et donc c'est réussir à rester focus tout en sachant quand on a besoin de demander de l'aide. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose sur comment on gère un peu ces investisseurs, les exigences de ces investisseurs? Tous les investisseurs, ils vont investir de l'argent sur vous, donc c'est sûr qu'ils vont avoir certains des exigences. Les miens, c'est plutôt des attentes. Et c'est plutôt pour moi un booster, parce que j'ai pas de patron, j'ai personne au-dessus de moi. Et en fait, les seules personnes qui me challengent et qui me donnent un peu plus de challenge, c'est les investisseurs. Donc ils ont des attentes sur la croissance que vous allez faire. Nous, c'était des attentes sur la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de nos KPIs produits, mais aussi la réduction de notre burn rate. Donc c'était ce qu'on cramait chaque mois. Et je vois plutôt ça comme des attentes que des exigences, parce qu'on reste les mettre à bord.
Donc ils rentrent au capital, mais c'est nous qui tenons la barque au niveau opérationnel. Donc ils sont là pour être consultatifs, mais ils ne sont pas là pour vous imposer leurs choix et leurs décisions. Donc c'est des partenaires, c'est des associés. Et ne pas rentrer dans je suis les exigences de mes investisseurs et je ne m'écoute plus moi-même parce qu'eux, ils ne sont pas tous les jours dans votre bureau à parler avec les clients, à parler avec les utilisateurs. Donc ils n'ont pas cette maîtrise de l'opérationnel. D'accord, merci beaucoup. Ensuite, de manière plus technique, très pratique, je dirais, est-ce qu'il y a un bon moment pour lever et un mauvais moment? Et puis, je vois aussi une question sur la dilution. C'est vous, quels sont si c'est combien de parts avez-vous laissé dans la première levée de fonds? Donc, question que à quel point on donne des parts ou pas. Alors, quand est-ce qu'il faut lever? Et quel est le conseil en termes de combien on laisse rentrer de gens au capital en fait? Le pire moment pour lever, je parle dans le calendrier de l'année, c'est en fait entre juin et septembre, il ne se passe pas grand-chose. Donc ça ne sert à rien d'aller pitcher et de commencer son roadshow en juin par exemple, ou en mai, mais plutôt en amont, donc soit commencer en novembre ou commencer en janvier. Donc ça, c'est plutôt pour le moment dans l'année. Après, le bon moment pour lever des fonds dans votre développement, c'est quand vous avez suffisamment de traction. Donc un peu de métriques, vous voyez que si vous ne faites pas encore de revenus, il faut que ce soit de la croissance sur vos KPIs produits, donc votre volume d'utilisateurs, le taux d'activité de vos utilisateurs par exemple, et quand vous en avez besoin et que vous savez ce que vous allez en faire. Donc nous, on commençait à avoir un peu de traction, donc on avait de quoi démontrer que notre business il était viable, qu'on avait une vraie solution sur le marché. Maintenant, on avait besoin d'un peu d'essence pour accélérer. Donc on avait un début de modélisation du business qui était quand même plus ou moins dessiné, ce qui nous a permis ensuite de pouvoir réinjecter de l'argent pour vraiment avoir des résultats sur la croissance. Adrien, tu veux peut-être compléter sur... Le bon moment pour lever de l'argent, c'est le moment où vous n'en avez pas besoin. C'est un autre truc qui est important, c'est que quand vous êtes dans la merde et que vous allez lever des fonds, vous n'êtes pas en position de force, donc c'est un peu... c'est assez logique, hein, mais faut se prémunir, faut toujours... Quand vous avez de l'argent, vous préparez la levée d'après. Enfin, en tout cas, si vous êtes sur cette volonté-là. Après, en effet, il y a le timing de temporalité, mais on pourrait se dire que c'est un peu comme dans l'édition. Si on y va en novembre ou en janvier, c'est au moment où tout le monde y va. Donc c'est comme la sortie littéraire, quelquefois il vaut mieux ne pas être en septembre. Donc ça, c'est un peu, je pense, à voir aussi. Mais quand vous avez déjà levé de l'argent, que votre business roule, n'attendez pas de ne plus en avoir pour aller lever, parce que c'est le meilleur moyen, justement, pour répondre à la deuxième question, qui est... la valorisation et de combien on se fait diluer. Et ça, il y a un truc qui est assez constant en fait, c'est qu'on se fait diluer de 30%, à peu près quoi, on va dire entre 20 et 30%, et à chaque tour. Donc peu importe si vous levez 200 000, 200 millions, ça sera à peu près ça. Et après, plus vous levez des clients, plus que de lever de l'argent, plus vous êtes fort sur votre business, plus vos KPIs sont bonnes, et plus vous allez pouvoir lever beaucoup pour peu. Et ça, c'est après une histoire d'offre et de demande. D'ailleurs, souvent, les VC, les meilleurs conseils qu'ils vous donnent, c'est pas d'essayer de ne pas lever. Enfin, si c'est possible, il vaut mieux pas lever. Voilà, c'est ça le but. C'est quand même un point important, ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même le point le plus important de tous, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où on se dit putain, bravo, t'as levé du fric, on fait des articles sur toi quand t'as levé de l'argent. Faut pas oublier que quand t'as levé de l'argent, t'as lâché des points et que la boîte t'appartient un peu moins. Donc il y a une sorte de fierté pour moi, pour le truc qui est le moins cool en fait. Et donc tout le monde se la pète autour de sa levée de fonds, alors qu'en fait, ça devrait être ceux qui lèvent pas et qui réussissent qui se la pètent. Enfin, on devrait faire des articles sur la start-up qui a pas levé et Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais, mais c'est un truc qui est hyper important, quoi. C'est-à-dire que si les magazines arrêtaient de mettre en avant les levées de fonds, mais plus justement ceux qui ne lèvent pas d'argent, il y a eu ce matin sur cette scène Simon Davla qui avait monté App Gratis, qui a Batch maintenant. Simon, pendant toute l'aventure d'App Gratis, personne parlait de Simon, personne parlait d'App Gratis, et le mec, il faisait 6 millions de chiffre d'affaires par an sans rien demander à personne. Parce qu'il avait levé des clients tout seul dans sa chambre de bonne, et petit à petit, il était arrivé avec une communauté de dingue. Et pendant ce temps-là, moi, j'avais des articles sur moi qui disaient oh, le mec a levé tant, wow, machin, c'est génial. Mais la star, c'était Simon. Donc il y a une discorde entre la réalité et celle qu'on veut nous faire croire.
Vous voulez partager un peu plus dessus parce qu'en effet, il y a pour être dans les médias, des fois on aime bien, enfin c'est une manière de faire parler de soi, donc ça met un cercle vicieux. Ouais. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'en fin d'année dernière, nous, pour partager notre expérience, on a levé des fonds auprès du groupe Monoprix et on n'a pas communiqué sur le montant parce qu'en fait, justement, pour nous, le plus important, c'est que avec Monoprix, on est en train de créer un partenariat pour digitaliser les rues commerçantes, créant des synergies entre les petits commerçants et Monoprix, qui est le leader du commerce de proximité de qualité. Et qu'en fait, le montant, c'est pas une fin en soi, enfin, c'est juste... nous, on avait envie d'inscrire cette histoire avec un partenaire industriel avec qui on pouvait casser la baraque dans toute la France. Mais le montant, pour nous, c'était pas ce sur quoi on voulait que les gens se focalisent. D'accord. Maintenant, des questions un peu plus perso, je dirais, parce que donc, Adrien, toi, tu as monté KissKissBankBank, entre autres, qui c'est une plateforme de crowdfunding. Pourquoi on fait plutôt appel au crowdfunding qu'à du VC traditionnel, par exemple? Pourquoi on va plutôt sur ta plateforme de crowdfunding plutôt que lever de l'argent auprès de VC? Alors, ce qu'il faut savoir, et on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les banques ne prêtent pas aux startups au démarrage, évidemment parce que le modèle économique n'est pas stable, mais aussi parce que quand on prête de l'argent, on est obligé d'avoir un track record, on est obligé d'avoir une ancienneté, de pouvoir analyser en fait des bilans pour savoir justement quel est le risque en fait du prêt et donc quels sont les taux d'intérêt qu'on va pouvoir fixer. Donc, quand on commence une aventure, on a accès, au prêt d'honneur, on a accès, donc c'est le produit bancaire qui est sur l'amorçage, qui est en général garanti, et ça ne fonctionne que si vous avez un accompagnement d'un réseau. Et quand vous êtes au tout démarrage, à part ça et les business angels dont on a parlé, vous n'avez pas vraiment d'autres solutions. Donc les solutions qui peuvent être à votre disposition, c'est au même titre que les business angels de pouvoir prendre de l'argent sur une plateforme de crowd equity. Donc vous allez prendre de l'equity, du capital auprès de la foule. Vous ne pourrez pas encore utiliser une plateforme comme Lendopolis qui va faire du crowd lending, donc du prêt avec de l'argent venant de la foule. Mais en revanche, vous allez pouvoir faire du reward-based, du crowdfunding sur KissKissBankBank sur une logique de don. De don ou alors une logique de précommande. Vous allez tester votre produit et voir si la foule est prête à l'acheter, ce produit. Aujourd'hui, vous avez l'ICO. C'est un autre réseau lié à la blockchain qui est entre, on va dire, on va pas la faire rentrer dans la définition, mais qui est entre le crowdfunding avec des contreparties comme sur KissKissBankBank et la blockchain au milieu et potentiellement les crypto-monnaies d'une autre sur la logique de valeur de l'ICO. Donc vous avez du don contre don ou de la précommande. Vous avez de l'equity crowdfunding, vous avez l'ICO, et puis quand vous allez avoir votre entreprise qui va commencer à fonctionner, vous allez avoir des bilans, vous allez avoir 2 ans d'ancienneté, et que potentiellement vous avez même une rentabilité, là vous allez pouvoir faire de la dette, vous allez pouvoir faire du crowdlending, et vous allez pouvoir aussi vous adresser à des fonds de série B, de série C. Donc en fait, sur la vie d'un projet, en fait, il y a différents outils en fait, qui sont toujours modélisés pour vous permettre d'avancer à cette étape bien précise de votre projet. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question, parce que c'est important pour nous. Vous, en tant que femme, on sait que tous les ans, Starter, on fait le baromètre des levées de fonds par des startups fondées ou cofondées par des femmes. On observe qu'elles lèvent moins, parce qu'elles veulent lever moins que les hommes. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous pensez que vous avez subi un traitement différent en tant que femme qui avait levé? Et il faut répondre rapidement parce qu'on est en retard. Je ne pense pas avoir subi un traitement différent par mon gendre et parce que je suis une fille. Après, être une femme dans la tech, on est très rare. Donc cette rareté peut créer de la valeur et peut faire la différence par rapport à d'autres. Et aussi, il y a beaucoup de barrières psychologiques et il y a beaucoup de choses qui font qu'une femme va peut-être prendre moins le risque d'entreprendre qu'une autre. Donc celles qui le font peuvent avoir plus de valeur auprès des VC que d'autres. Donc il y a une vraie place à prendre aujourd'hui en ce moment pour les femmes. Les sujets de diversité sont très d'actualité, donc il y a une vraie carte à jouer. Allez-y, mesdames. Hein. Elsa, tu veux compléter rapidement, parce que je sais qu'on est pressé. Moi, j'ai un cofondateur qui s'appelle Édouard Morange. Donc j'ai le sentiment que j'ai pas énormément souffert effectivement, idées reçues sur les femmes, mais en même temps, je sens quand même souvent des différences dans l'écosystème de traitement. Alors parfois, elles sont négatives, effectivement, et donc ça donne envie de se battre encore plus. Et heureusement qu'on a des associations comme Starter pour nous encourager.
mais parfois elles sont effectivement positives. Et là où j'ai eu une consolation et un peu d'espoir, c'est en voyant des investisseurs qui investissent énormément dans les femmes. T'en parlais. Je pense à Julien Codorniou, qui est VP chez Facebook, et qui, en fait, lui, il se retrouve dans son portefeuille à avoir plus de projets portés par des femmes, alors qu'il y en a beaucoup moins sur le marché. Et surtout, il voit que ces boîtes-là, elles sont plus performantes, elles ont un ROI qui est plus important. Et donc, il continue de faire la promotion des boîtes montées par les femmes pour les investisseurs. Donc c'est top. Super, merci beaucoup. Donc, gardez en tête, essayez de ne pas lever, en fait. Merci à tous.